Bonjour et bienvenue dans ce podcast AWS en français. Dans chaque épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir des clients, tantôt des partenaires d'AWS pour partager avec vous des retours d'expérience, pour vous expliquer pourquoi ils ont choisi le cloud, les avantages qu'ils y trouvent, peut-être pour vous inspirer également. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci. N'oubliez pas de laisser vos feedbacks sur les réseaux sociaux, de laisser des petites étoiles ou des pouces vers le haut pour titiller les algorithmes de recherche comme j'aime à le dire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Cousy, qui est responsable technique CTO, on dit en anglais, de Botify, et Guillaume Dauvin, qui est Senior Infrastructure Engineer, ça fait bien en anglais, responsable de l'infrastructure de Botify. Guillaume, Pierre, merci d'être là. Pierre, Botify, c'est qui, c'est quoi? Alors Botify, c'est marrant que tu aies évoqué juste à l'instant le fait de titiller les algos de recherche. C'est une partie de notre métier. Donc c'est une entreprise qui a été fondée sur l'amélioration des résultats de recherche des moteurs de recherche. Et tu as deux grandes catégories là-dedans. Tu as des gens qui le font d'une façon liée à la nature du contenu, liée à la copie, liée à plein de choses. Et nous, on le fait sur le plan technique. Donc Botify, le grand métier de Botify, c'est de prendre des signaux complètement objectifs, donc les logs d'activité d'un site où on va retrouver les moteurs de recherche qui se pointent et qui tentent de découvrir les pages du site, les différents reports générés par la Search Console de Google, dans laquelle on voit les termes qui sont les plus fréquemment utilisés, mais également un crawler, donc qu'on a bâti nous-mêmes et qui simule la façon qu'un moteur de recherche a de découvrir un site web. Et donc à travers ça, on a plusieurs vues du site, une vue selon la police, entre guillemets, les moteurs de recherche, notre vue à nous par les crawlers, et puis une vue par les utilisateurs avec les visites et les termes de recherche. Et on fait passer là-dessus un ensemble d'algorithmes assez compliqués. Donc ces algorithmes, tu en as une partie qui est très traditionnelle, on recalcule les algos que Google a publiés il y a quelques années, par exemple le PageRank, mais on a également des algorithmes de machine learning, donc on a une petite équipe de data scientists qui tentent de trouver des façons nouvelles d'exploiter les données. L'objectif, c'est de permettre aux sites à très fort trafic et à gros volume d'être visibles de Google. Et cette phrase, elle est toujours surprenante pour les gens qui connaissent pas bien le monde du référencement. Mais Google n'a pas des capacités infinies d'exploration d'Internet. Et donc, quand vous prenez un site normal, avec une refonte récente, donc c'est un site avec beaucoup de JavaScript, il y a un gros catalogue produit, et on va avoir quelques dizaines de millions de pages et du JavaScript. Google va souvent parcourir 30%, 40%, 50% du site, et après il abandonne parce qu'il n'a plus le temps. Notre métier, c'est de vérifier que les parcours de moteurs de recherche sont sur les zones qui sont intéressantes et d'optimiser ces zones de façon à ce que Google puisse indexer plus de pages sur le site. Voilà en deux mots l'histoire business de Botify. Donc vous donnez à vos clients des recommandations ou des outils pour leur permettre d'optimiser leur indexation par les engins de recherche. J'ai bien compris ? Alors, ça, c'est notre passé jusqu'à très récent. Donc, on donne les moyens de comprendre, mais dans notre futur, dans notre passé immédiat, on commence également à faire à leur place. C'est-à-dire que on a un nouveau produit, par exemple, qui va s'intercaler entre le site et Google pour servir à Google les pages de façon beaucoup plus rapide. Et donc la fameuse capacité de Google à voir le site va être multipliée par 2, par 3, par 5. Et du coup, ça a changé un petit peu nos métiers, puisque avant on fournissait de la donnée très complexe, mais qui était analysée offline et qui était remise à disposition dans une interface spécialisée. Maintenant, on commence à faire des systèmes qui fonctionnent en temps réel et qui doivent réagir en temps réel et au changement du site et aux visites de Google. Et vos clients, ce sont des gens qui ont des gros sites avec beaucoup de visites ou beaucoup de contenu? C'est plutôt le critère qui compte ici? Alors, on a les deux. J'ai, juste avant qu'on commence ce petit enregistrement ensemble, regardé quels étaient les clients et je vais vous donner quelques exemples qui sont connus en France, mais on a plus de la moitié de notre activité sur la zone américaine.
Fnac, Expedia, Se Loger, c'est une petite combinaison de sites français et étrangers. On a des sites que vous connaissez sans doute beaucoup plus les uns et les autres. GitHub, par exemple, on travaille avec eux, ou plutôt ils travaillent avec nous. Glassdoor également. Donc on est aujourd'hui sur des sites extrêmement variés. Et également les très gros retailers. Là, j'ai juste parlé de Fnac, mais il y en a d'autres avec lesquels on travaille au quotidien. Donc dans ce métier qui est d'aider vos clients à être mieux indexés par les engins de recherche, qu'est-ce qui met à mal une infrastructure informatique? Qu'est-ce qui est challenging en termes d'IT pour arriver à rendre ce service à vos clients? On a 2 ou 3 directions sur lesquelles le métier est spécifique. La première direction, c'est que on utilise des algorithmes extrêmement coûteux en ressources pour les différents clients, puisqu'on doit répliquer ce que fait Google et même faire mieux à certains endroits. Et donc, quand on est obligé d'être en quasi-temps réel, ça nous donne des contraintes très spéciales en matière d'élasticité. Notre parc de machines monte et descend de façon très impressionnante de temps à autre. C'est aujourd'hui ce que les gens perçoivent en première approche. Le deuxième endroit, c'est qu'on a des complexités de requêtage phénoménales. J'ai cité tout à l'heure 3 sources de données. Ces 3 sources de données, il faut qu'on soit en mesure de les mélanger en permanence. Et donc, ça nous donne un système qui est extrêmement riche en requêtage et du coup, il faut optimiser en permanence ce qu'on fait autour. Et puis le troisième point, il a l'air tout bête, on le néglige en général, c'est les volumes qu'on utilise. Quand on parle de crawler un site web, ça veut dire stocker chacune de ces pages. Et ça peut se compter en centaines de millions. Quand on parle d'ingérer les logs des clients, on est également en train de parler de l'intégralité des requêtes que les clients ont pu recevoir, au moins de la part des bots. Quand on parle de se mettre entre un client et un moteur de recherche, on parle de préparer les requêtes que Google va nous envoyer et de stocker de quoi répondre à ces requêtes en quelques centaines de millisecondes. Donc on a des problématiques réseau très fortes liées à cette contrainte de temps réel, un petit peu différentes des sites web traditionnels, parce que Google ne vient pas nous voir depuis 1 million d'endroits sur la planète. Google vient nous voir depuis quelques endroits qui sont toujours les mêmes. Par contre, nous, on est obligé de servir de façon extrêmement rapide des requêtes que, par exemple, on n'a jamais vues auparavant. Quand vous prenez un CDN traditionnel, un CDN, comment il fonctionne? Il est lent sur la première requête, et puis après il va vite pour toutes les suivantes. Quand Google vient visiter un site web, en fait Google ne va passer qu'une seule fois sur chaque page. Donc si vous mettez un CDN entre Google et votre site web, eh bien le CDN sera lent sur la première requête qui est exactement celle qui intéresse Google et aurait été rapide sur les suivantes qui n'existent pas. Donc on est un espèce de CDN à l'envers. On est obligé de répondre extrêmement vite à la première requête et les autres n'ont pas d'importance. Ce qui change le ranking, je connais mal, je suis pas un spécialiste comme vous de l'indexation, mais un site web plus lent sera moins bien coté par les engins de recherche, c'est correct? Alors là, on rentre dans une discussion extrêmement complexe sur les algorithmes, mais sans rentrer là-dedans, il y a un élément très marquant. Si on est trop lent à répondre à Google, Google va arrêter au bout d'un moment. Google a une notion de crawl budget en anglais, de budget temps alloué à la visite de chaque site web. Et donc, si un site met 10 secondes par page, eh bien peut-être que Google ne pourra visiter que 100 000 pages. Si jamais on tombe à 1 seconde par page, c'est 1 million. Si jamais on tombe à 100 millisecondes, c'est 10 millions de pages. Et donc, si Google n'a pas visité une page, on risque pas de la trouver dans le moteur de recherche. Non, c'est ce qu'on dit souvent. C'est le meilleur endroit pour cacher quelque chose sur Internet, pour cacher un cadavre sur Internet, dit même la blague, c'est de le mettre sur la 2e page du résultat de recherche de Google. On est sûr que personne ne va là. Donc, votre job, c'est d'assurer que les sites de vos clients soient sur la première page des résultats de Google. Comment vous en êtes arrivé à déployer sur AWS, Guillaume, peut-être? Historiquement, on était sur un hébergeur bare metal. Alors historiquement, c'était en 2012-2013, mais on a eu un besoin qui était que lorsqu'on a fini un crawl, on a tout d'un coup des millions de pages qu'on va devoir traiter, et on va les traiter en quelques heures, et puis c'est fini jusqu'au prochain crawl, qui peut être maintenant ou qui peut être dans 3 jours. Et donc, on était obligé d'avoir des machines très puissantes pour traiter rapidement les données des clients, tout le temps allumées, ce qui nous coûtait cher. Donc, on est passé chez AWS justement pour EC2, pour nous permettre de démarrer et d'éteindre des machines au besoin, à la demande, et donc payer que ce qu'on utilise.
Il y a d'autres avantages d'AWS que vous avez trouvé au moment où vous avez commencé à utiliser la plateforme. Pierre parlait de quantité de stockage. Je suppose que là aussi, certains services ont pu aider. Oui, S3 est un beau cadeau. On a plus de 2 pétaoctets de données sur S3 aujourd'hui et on ne se pose pas de questions en fait. C'est là le grand intérêt de S3 et nos fichiers vont pouvoir être récupérés. On va faire plusieurs milliers de hits par seconde sur S3 et le service ne bronche pas. Donc c'est là aussi l'un des grands intérêts. Dans un premier temps, l'idée d'utiliser EC2, c'était pour avoir du calcul à la demande. Maintenant, vous êtes dans une phase aussi d'optimisation financière de vos infrastructures cloud. Je crois que vous tournez une partie de votre infrastructure sur des instances Spot, c'est correct ? C'est ça, c'est la majorité en fait de notre infrastructure qui est sur des instances Spot. Parce que comme je disais, on a un calcul et à la fin du calcul, on va peut-être avoir le calcul suivant plus tard. Donc en fait, on lance des machines via le système de Spot qui vont prendre des tâches, continuer de prendre des tâches, il y a toujours des tâches, et si jamais il n'y a plus de tâches, eh ben elles vont en fait s'arrêter d'elles-mêmes et arrêter de travailler. Donc en baseline, on a environ toujours 200 machines, entre 200 et 400 machines qui travaillent, mais en réalité par jour, on va lancer plutôt 2500 machines qui vont être capables de s'arrêter et de se démarrer toutes seules en fonction de la demande. Et là, les spots sont vraiment très utiles parce que ça fait des grosses réductions de prix. Donc l'idée du spot, pour résumer pour nos auditeurs qui connaissent pas nécessairement le spot c'est de la capacité excédentaire qu'on a dans les data centers d'Amazon et on préfère vendre cette capacité excédentaire à un prix discount plutôt que de la laisser prendre la poussière dans nos data centers. Et donc l'idée du spot, c'est on demande des instances d'un certain type, d'une certaine catégorie. Et ces instances vont être pris du pool de capacité excédentaire et donc vendues à un prix par heure qui est nettement inférieur au prix en demande, avec quand même un petit bémol, il y a un mais, sinon ça serait trop beau, c'est que si jamais on a moins de capacité excédentaire, eh bien on va reprendre ces machines. Par exemple, si des clients ont des reserve instances, ils sont prioritaires sur la capacité excédentaire et donc ces machines vont être reprises. Ça veut dire qu'elles peuvent être interrompues. Ça veut dire quoi pour vous, ça, que les machines peuvent être interrompues? D'abord, est-ce que ça arrive souvent? Beaucoup de clients me disent non, ça n'arrive quasiment jamais. Ceci dit, à l'échelle où vous êtes, peut-être que vous le voyez un peu plus que d'autres. Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre application? Donc désolé, 2 questions en une. Est-ce que ça arrive souvent? Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre application de pouvoir être interrompu à n'importe quel moment? Alors ça arrive, je dirais, entre 5 et 10 fois par jour, à peu près. Sur 2000 machines? Sur 2500 machines, donc c'est pas très courant. Maintenant, nos machines vont tourner pas très longtemps, 24-48 heures au maximum. Mais on a quand même certaines machines qui tournent depuis 4 mois en spot. D'accord, donc il y a moyen de garder de la capacité spot pendant de longues périodes de temps. Donc vraiment, ça va dépendre. On met pas nos front-end dessus. Ça, c'est sûr. Là, on prend du on-demand, comme ça, on est sûr qu'on n'a pas la difficulté, mais pour tous les computes, ça n'a pas de souci. Et j'ai oublié la deuxième question. Là, oui, c'est de ma faute, c'est parce que j'avais posé des longues questions. La deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire pour une application de tourner sur une machine qui peut être interrompue tout le temps? Parce que avec Spot, vous avez quoi, 2 minutes de notice avant qu'on fasse un shutdown. Donc, comment vous gérez l'état? Comment vous arrivez à redémarrer en cours de route, etc. Et ben le but, en fait, la difficulté, c'est que du coup, il faut des tâches qui durent pas longtemps. Notre but, c'est d'avoir une tâche qui dépasse pas un quart d'heure. Donc, si la tâche se fait tuer à la 14e minute et 50 secondes, eh bien, on a perdu sur notre workflow que 15 minutes. Et non pas, si la tâche fait 8 heures et qu'elle se fait tuer au bout de 7h50, on n'a pas perdu 8 heures. D'accord. C'est là, ouais. Et tu parles de tâches, donc il y a un ordonnanceur de tâches. Vous avez développé un engin de workflow pour synchroniser ces différentes tâches? Et non, on utilise un des services d'AWS qui est très 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 peu connu, qui est SWF. Qui veut dire Simple Workflow Service. Simple Workflow Service. Effectivement, c'est un service méconnu et très ancien. Il a une dizaine d'années à vue de nez. Donc c'était un des tout premiers services qui permet de coordonner des tâches. Comme je suspecte qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent mais qui ne connaissent pas SWF, tu peux expliquer en 1 minute comment ça marche? En 1 minute, en fait, SWS va stocker ce qu'on appelle un historique d'un workflow. Donc chaque workflow, en fait, va avoir des tâches et au client, enfin à l'utilisateur de SWF, d'utiliser 2 systèmes. Le premier, c'est le decider qui va voir l'historique de tout ce qui s'est passé et va dire, ah bon, bah il a fait la tâche 1, 2, 3, lance la tâche 4. Et on va voir un worker qui passe son temps à dire à SWF, est-ce que j'ai du travail? Et si SWF a du travail, eh ben, va lui dire, tiens, la tâche 4 fais-la avec tels arguments. Et donc ça permet d'avoir un système qui est au niveau des machines stateless.
où notre état n'est pas du tout sur les machines. Mais par contre, c'est SWF qui va centraliser entièrement où est-ce qu'on en est et qui va garantir que chaque tâche n'est donnée qu'une seule fois et que chaque décision n'est donnée qu'une seule fois. En fait, vous devez écrire deux applications. C'est un decider qui décide quelles sont les prochaines tâches à exécuter en parallèle ou en séquence. Ça dépend de la logique qui est dans le decider. Et puis le worker qui, lui, va effectuer une tâche. Et la caractéristique des SWF par rapport aux autres systèmes de workflow que je connais, c'est que ces applications tournent en permanence et donc elles appellent les SWF pour dire « est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour moi ?» Non, ok, je sleep. « est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour moi ?» Non, je sleep. Et s'il y a quelque chose, SWF répond en disant « oui, voici la tâche et voici l'endroit où tu peux me balancer les résultats après. » Et donc c'est ça qui vous permet d'utiliser des spots parce que l'état n'est plus sur les spot instance, mais l'état est dans SWS. Alors, c'est ça. L'état est un petit peu dans SWF pour savoir quelle tâche doit être lancée. Mais par contre, la donnée, elle, va être stockée sur S3. Donc le début de la tâche, c'est télécharger la donnée sur S3, la traiter, et une fois que c'est fini, on la remet sur S3. D'accord, donc c'est S3 et SWF. Pardon, je t'ai interrompu. Non, c'est ça, c'est S3. J'aimerais rajouter un point d'intérêt sur SWF. C'est le fait qu'on n'est pas obligé de prévoir au démarrage du workflow le nombre de tâches qui vont être faites. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on lance un workflow par client, et un client va crawler 10 000 pages, et un autre client va crawler 100 millions de pages. Donc ça nous permet de dire, ah tiens, là j'ai 100 millions de pages, je vais faire plein de paquets, alors que là j'ai 10 000 pages, je vais faire un seul paquet. Et ça nous permet de garantir nos 15 minutes. Et ça, c'est le decider qui décide en fonction du volume du site du client. Voilà, et en temps réel, à peu près, vu que la décision est prise, et il dit, bon bah 1000 tâches, et on fait 1000 tâches. Et alors, ce qui est intéressant avec SWS, c'est que le moteur de workflow est managé, donc il n'y a pas d'instance à gérer, updater. C'est un truc serverless, même si à l'époque, serverless, le mot n'existait pas encore. Mais comme c'est un ordonnanceur qui est appelé, finalement, c'est pas lui qui appelle, les applications dont on parlait, le décideur et les workers, ils peuvent tourner n'importe où. Ça peut tourner dans le cloud, dans n'importe quel cloud, ça peut tourner on-prem aussi. Vous êtes full AWS ou vous avez déjà testé est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Peut-être pas, d'avoir des workers ou des deciders en dehors du cloud AWS? Alors on n'est pas entièrement que sur AWS. On a quelques workers qui tournent chez un hébergeur classique sur du bare metal pour certains calculs. Et en fait, on lui donne juste les credentials pour se connecter à SWF. Et c'est magique, on a SWF qui sert à l'extérieur. Oui, c'est une access key, c'est une secret key simplement, c'est un appel d'API comme tout le reste. Intéressant, la combinaison de Simple Workflow Service et de Spot Instance, je cherchais le mot, pour arriver à diminuer les coûts, parce que comme tu dis, donc si l'instance est arrêtée pendant son traitement, eh bien, en fait, c'est SWF qui va se rendre compte qu'il n'a jamais reçu le résultat, et donc il va rescheduler une tâche, peut-être sur une autre machine, pour refaire la même chose. En fait, SWF est un système de Hearthbeat, donc on envoie un ping régulièrement pour dire la machine est encore en train de travailler sur la tâche, parce qu'en réalité, toutes nos tâches ne font pas 15 minutes. Donc de temps en temps, on dit la tâche est encore en vie, mais chaque tâche peut avoir une limite, un timeout maximum, et lorsqu'on atteint le timeout, le SWF dit ah bah cette tâche n'a pas été finie, et donc il revient au decider, et le decider dit bon c'est normal, relance, ou alors ah celle-là ça fait 2 fois qu'elle plante, je vais sortir une erreur plus puissante et je vais prévenir les devs. Pour savoir qu'il y a quelque chose. Alors, au niveau du workflow, oui, c'est faire la différence finalement entre les erreurs transientes, je ne suis pas certain que ça soit très français, mais enfin, je suppose qu'on aura compris, et les erreurs plus permanentes qui nécessitent l'attention d'un humain, c'est ça? Exactement. Et avoir des machines qui meurent, ça doit faire partie du workflow tout à fait normal. Et tu l'as dit, ça arrive parfois à cause de spots pendant la journée, et puis il peut y avoir d'autres raisons aussi. Donc ça ne nécessite pas nécessairement une attention humaine, c'est un événement normal dans la vie de votre système. C'est ça. En fait, on réessaye. Si une tâche fait une erreur, on la relance. Et si à la relance, ça replante, là, on se pose une question. Les crawls, ils sont faits de façon asynchrone, enfin typiquement. En préparant le podcast, on avait parlé de batch aussi, de batch de calcul. Oui, alors je vais te raconter un petit peu la vie des crawls et des batchs. Les crawls, historiquement, c'était des crawls qui étaient lancés sur plusieurs heures, et donc on déterminait avec le client qu'il voulait un crawl hebdomadaire par exemple pour regarder l'évolution d'une semaine sur la suivante de son site, et puis donc ça tournait en batch. C'est en train d'évoluer, les crawls, on a des crawls qui tournent maintenant quasiment en flux tendu pour 2 raisons. La première, c'est rafraîchir les pages dont Google a besoin dès qu'elles ont changé. Donc si tu prends un voyagiste, il met à
jour ses prix en permanence. Il faut que quand Google arrive, on lui donne le prix réellement à jour. La deuxième raison, c'est qu'on fait maintenant du monitoring des sites pour vérifier que ça se passerait bien si Google venait. Et donc, on passe notre temps à inspecter quelques pages clés du site pour vérifier qu'il n'y a pas eu de modification de structure ou de déploiement fait par les équipes internes du client qui ne prend pas en compte ce que Google espère trouver quand il vient rendre visite à une page. Et en parallèle, on a les gros calculs qu'on exécute, les gros algorithmes. Ceux-là, ils restent en batch, on n'a pas le choix. Et donc là, ce sont de grandes opérations de calcul qui durent, pour les plus longues, des dizaines d'heures, découpées, comme Guillaume l'a expliqué, en plein de sous-morceaux. Mais en effet, on a cette logique de batch très présente encore, liée à la taille des calculs qu'on doit exécuter. Comment ça marche avec SWS? Je t'écoutais parler, je me disais oui, mais SWS il va pas démarrer plus de machines s'il a besoin de plus de machines. Donc comment vous gérez le scaling de la flotte vis-à-vis des demandes, soit du calcul batch dont tu viens de parler, soit du crawling? Alors nos machines sont dans un auto-scaling group AWS. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tape l'API SWF pour regarder le nombre de tâches qui est en attente. S'il y a 0 tâche en attente, c'est que toutes les machines ont eu travail, voire pas assez de travail. Si on a un pic, c'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont en attente, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de machines. Et dans ce cas-là, on demande à l'autoscaling group d'ajouter des machines. Donc la métrique pour scaler, c'est le nombre de tâches en attente au niveau du système de workflow, au niveau de Simple Workflow Service. Et pour scaler enfin pour faire un scale out, je veux dire, c'est assez clair, mais pour quand il faut tuer des machines alors? C'est ça. Alors pour tuer des machines, ce qu'on fait, c'est que on regarde, et si ça fait une demi-heure, une heure qu'on n'a pas de tâches en attente, ça veut dire qu'il y a trop de machines, et donc on demande à l'ASG de détacher les instances. Alors, point de particularité, on lui demande pas juste de réduire sa taille, parce que dans ce cas-là, il tue des instances au hasard, entre guillemets, ce qui pourrait tuer des tâches qui sont encore en cours. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande de sortir les instances, et nous, sur les instances, on a un petit cron qui tourne toutes les 5 minutes, qui s'aperçoit que l'instance, elle est sortie, et donc elle commence son processus d'extinction qui est « j'arrête de prendre de nouvelles tâches, je termine ce qui est en cours, une fois que ce qui est en cours est fini, je m'éteins ». Et c'est comme ça que vous les tuez proprement alors au moment du scaling. C'est astucieux le fait de sortir. Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle capacité. Enfin, nouvelle, ça fait quelques mois, quelques années déjà que c'est là. La possibilité de demander à autoscaling de sortir une instance du groupe plutôt que de l'arrêter. Le choix dans les instances Spot, il y a plein de familles différentes et plein de tailles différentes au sein d'une famille. Comment vous arrivez à trouver le bon rapport capacité, calcul versus disponibilité versus coût? C'est de l'essai. Ça, malheureusement, il y a pas de meilleure solution. C'est-à-dire que on a décidé que on avait besoin de X gigas de RAM pour X CPU. Donc à partir de là, ça nous limite à une certaine famille, généralement les M ou les C, donc les charges médium ou les charges plutôt compute. Et à partir de là, en fait, on va lancer, on va changer un de nos ASG pour utiliser les nouvelles instances, et on va attendre 24-48 heures et voir si elles se font tuer. Typiquement, on a essayé un nouveau type d'instance il y a un mois en se disant oui, ce serait plus rapide, ça réduirait, blablabla. On a lancé, elles se sont faites beaucoup tuer. Donc on a fait demi-tour, on est revenu sur nos anciennes instances. Ouais, ça veut dire qu'il y a moins de capacité dans ces zones de disponibilité-là. Et pour maximiser la disponibilité du pool, vous variez les types d'instances ou les familles d'instances du M et du C dans le même pool, par exemple? Non, on fait pas du tout de mix. Alors effectivement, ce serait possible d'avoir plusieurs types d'instances. On est content en fait d'avoir quelques instances qui sont tuées par jour, une dizaine, c'est vraiment pas énorme pour nous. Et puis ça nous permet de garantir que toutes nos tâches vont avoir les mêmes capacités, donc le même CPU, le même RAM. Et en fait, on utilise les C5D qui ont un disque local, et ça augmente énormément le calcul et la capacité de calcul. Et du coup, on est content que toutes nos tâches aient ça, comme ça. Tout workflow qui avant prenait 1 heure reprendra 1 heure. Il va pas prendre 1h30 parce qu'il y a une instance différente. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les disques locaux. Ça veut dire que une majorité du traitement se fait d'abord sur le disque local et puis seulement vous envoyez sur S3 une fois que ça a été consolidé, mâché, calculé. Exactement. En fait, on récupère de S3 la tâche, donc le résultat précédent. On va le calculer, le mâcher, comme tu dis, en local. Et une fois que ça c'est fini, on en refait un zip et on envoie les zips sur S3.
Je rappelle que l'utilisation des disques locaux vient sans coût supplémentaire, c'est inclus dans le coût de l'instance. Donc utilisez-les, ces disques locaux, ils sont là et d'une certaine façon vous les payez puisqu'ils sont dans le coût par heure de l'instance. Ça fait une grosse machine à suivre, à monitorer. Est-ce que tu peux lever un coin du voile sur votre solution de monitoring? Comment vous assurez que l'ensemble des crawls pour l'ensemble des clients fonctionne, termine avec des résultats corrects et dans des temps prévus? Notre monitoring, en fait, c'est SWF. C'est-à-dire qu'on n'a pas de monitoring précisément sur les machines. On regarde de temps en temps comment ça se passe pour vérifier qu'elles ne sont pas trop petites par rapport à nos tâches. Mais notre monitoring, c'est juste est-ce que le workflow s'est terminé ou pas. Si le workflow s'est terminé, ça veut dire que notre code est parfaitement passé et a sorti tous les résultats nécessaires au client. Et donc tout s'est bien passé. Si jamais il s'est arrêté, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté. Et du coup, on n'a pas besoin de surveiller nos machines, entre guillemets. On a juste une courbe pour nos machines qui est le nombre de machines à comparer au nombre de tâches pour vérifier qu'on arrive bien à augmenter les machines comme prévu. Oui, et vous tournez évidemment sur plusieurs zones de disponibilité. Dans une région, vous avez repliqué sur plusieurs régions ce système-là aussi? Non, alors on n'est que sur une seule région, on est effectivement sur plusieurs AZ, ce qui nous a bien servi plusieurs fois, mais on n'a pas besoin d'être sur plusieurs régions pour juste faire du calcul, et surtout comme la donnée est sur un seul bucket S3, aller dans une autre région augmenterait beaucoup nos coûts de transfert réseau, et comme avec nos systèmes de tâches on fait beaucoup de transferts réseau, on prend de S3 et on remet sur S3, ça augmenterait beaucoup les prix pour un gain de mise à jour qui est finalement peu intéressant, parce que si jamais, maison qu'une région tombe pendant une heure, et ben on va juste prendre une heure de retard dans nos calculs qui mettent déjà plusieurs heures à arriver au client. Donc ce n'est pas gravissime entre guillemets pour notre cas d'usage. Est-ce qu'il y avait des avantages réseau aussi à passer dans le cloud AWS? On a parlé calcul, on a parlé stockage un tout petit peu. Votre métier, c'est un métier qui dépend fortement du réseau puisque vous allez indexer de gros sites web. Est-ce que vous avez vu une différence par rapport à avant, ou est-ce qu'il y a des caractéristiques du réseau AWS qui sont utiles pour vous? On a vu une différence, un intérêt qu'on a trouvé, c'est les machines de NAT. Donc les NAT qui permettent de faire la translation d'une IP privée au sein du VPC à une IP publique. Nous, on s'en sert en fait pour nos crawlers. Tous nos crawlers sont derrière une instance de NAT, et comme l'instance de NAT a une IP publique, ça nous permet de dire à nos clients, on va toujours venir vous voir avec cette IP-là. Et comme ça, nos clients peuvent nous whitelister dans leur système de blocage anti-bot, parce que beaucoup sont équipés de systèmes anti-bot, en disant Botify, c'est cette IP-là, tu peux l'autoriser. Et donc vous avez un pool d'adresses IP associé à vos NAT. Vous gérez, juste pure curiosité de ma part, vous gérez le NAT vous-même sur des instances EC2, vous utilisez les services de NAT managés qui existent depuis quelques années maintenant? On utilise les services de NAT managés par simplicité. On en a mis un par AZ, et donc on a 3 IP à fournir à nos clients. Donc tous les crawlers sortent avec la même adresse IP, même si c'est pour des clients différents. Vous exposez que les 3 adresses IP des 3 NAT dans les 3 ESI. C'est ça. D'accord. Enfin, je dis 3, je suppose que vous déployez sur 3 ESI, mais... c'est quand même, c'est ce qu'il faut. Intéressant. C'est super intéressant de voir cette architecture extrêmement distribuée, extrêmement répartie, potentiellement plusieurs types de technologies. Tu l'as dit, avec certains workers du workflow qui travaillent même en dehors d'AWS, et SWF qui est un service qui mériterait d'être plus connu chez AWS, qui permet d'orchestrer ces workflows. Un très vieux service, comme je l'ai dit tout au début, et qui est utilisé par beaucoup de clients, le plus gros étant Amazon Retail. Il y a plein de process internes ou externes liés à Amazon Retail, aux vidéos notamment, qui utilisent SWF. J'ai du mal à le prononcer aujourd'hui. SWF, Simple Workflow Service. Je mettrai les liens évidemment dans les notes de cet épisode. Comment vous voyez le futur? Quels sont les challenges sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? On a un nouveau métier, c'est ce que je disais au tout début de notre conversation, qui est on vient s'intercaler entre les bots et les sites web. Et du coup, on est en train de regarder beaucoup plus attentivement tout ce qui est edge computing et en gros, ou tout ce qui est serverless. Comment est-ce qu'on fait pour être capable de servir sans revenir sur les machines centralisées? Donc aujourd'hui, les lambdas, c'est un élément qui est très intéressant pour nous, qu'on a déjà commencé à utiliser pour des petits besoins à droite à gauche de maintenance de sources d'informations ou des choses comme ça. Mais on est en train de se demander si on va pas les rentrer directement dans le workflow de production.
Donc ça, c'est l'élément qu'on regarde le plus attentivement. On a aujourd'hui 2 ou 3 contraintes qui sont très intéressantes à suivre et on est très curieux de savoir ce qu'Amazon fera dans les mois et années à venir. C'est d'une part la durée maximum d'exécution des différents systèmes qu'on veut mettre en place, quelles sont les contraintes d'exécution qu'on va rencontrer, et d'autre part, les capacités de cache qu'on va pouvoir manipuler dans ces différents endroits, sachant que plus le cache est proche et plus il nous permet de répondre rapidement à plein de requêtes, mais plus il est proche et plus il est coûteux, parce qu'il faut l'avoir en plus d'exemplaires. Donc voilà un petit peu nos interrogations du moment. Comment ça, je suis curieux et je me demande comment ça va marcher, ça, servir le site web de votre client au bot de Google. Ça veut dire qu'il faut un espèce de proxy sur le site du client qui redirige vers chez vous les requêtes qui viennent des crawlers de Google et laisse passer le trafic non bot. Alors, le proxy, il existe déjà chez la plupart des gros clients, c'est leur CDN. Tous les CDN aujourd'hui sont capables de filtrer et d'orienter les requêtes en fonction de certains critères. Et donc, le setup typique d'un de nos gros clients, c'est le suivant. Dans une première phase, il modifie son CDN pour que notre bot interne, donc notre Speedworkers test bot, soit redirigé vers Botify et pas vers le site du client. Et à partir de ce moment-là, toute requête qui vient avec le bon user agent va débarquer chez nous et non pas sur le site normal du retailer. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va être capable de servir en temps réel les pages des différents browsers. Et là, il y a de nouveaux problèmes qui surgissent et qui sont très intéressants, qui sont par exemple, qu'est-ce qui se passe pour les bots qui se font passer pour un Google bot? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un autre CDN et que 2 CDN doivent collaborer pour servir la donnée? Enfin, on a tout un ensemble de nouveautés côté réseau qu'on est obligé d'explorer pour le compte des clients. Tu as mentionné Lambda, serverless. On pourrait imaginer un jour remplacer le crawling basé sur SWF et des instances EC2 Spot par du Lambda et des step functions? Le crawling en lui-même, pas dans un futur proche, parce que les besoins d'un crawler en RAM et en CPU sont importants. Un crawler, c'est une machine qui enchaîne une grande file d'attente de pages à visiter, pages qu'elle découvre dynamiquement. Chaque page apporte de nouvelles pages à la file d'attente. Par contre, tous les autres éléments, y compris certaines étapes de calcul, pourraient être faites complètement en serverless. Tout ce qui est servir les pages lorsque les moteurs de recherche viennent nous rendre visite pourrait très bien être fait en serverless et serait probablement plus efficace pour plein de raisons en serverless. On n'aurait pas besoin de maintenir le bon nombre d'instances, par exemple. On n'aurait pas besoin de monitorer chacune de ces instances, de vérifier qu'elles sont capables de répondre. On aurait simplement une capacité facturée à l'usage sans parler de machine. On parlera juste du nombre de requêtes. Botify qui aide donc ses clients à optimiser la visibilité qu'ont les moteurs de recherche sur leur site web. Pierre, Guillaume, merci pour vos explications extrêmement claires. J'espère que les auditeurs du podcast AWS en français auront peut-être eu l'inspiration d'essayer de nouveaux services, d'essayer les instances EC2 Spot, d'essayer SWF ou d'aller chercher vos services sur votre site web Botify, dont je mettrai également le lien dans les notes de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.